Retour sur ce plateau pour la suite de cette émission. Nous prenons la direction du Mali pour parler du processus de paix. La médiation internationale conduite par l'Algérie a présenté aux parties signataires de l'accord issu du processus d'Alger des propositions dites concrètes visant à relancer plutôt la mise en œuvre de l'accord selon un communiqué rendu public ce 10 avril. L'accord de paix pour éviter une escalade de tensions entre Bamako et la CMAO plutôt, les organisations signataires de l'accord d'Alger. Je viens à vous, Robert, Prosper Agboklou. Non, vous savez, le problème du Mali, l'accord de paix signé le 15 mai 2015 et le 30 juin, le 20 juin plutôt qui a suivi, j'ai l'impression que il y a eu un certain nombre d'incompréhensions vis-à-vis donc de cet accord-là. Tous les partis sont allés avec l'idée de pouvoir revenir avec quelque chose dans la poche. On a parlé de paix et j'ai comme l'impression que lors de cette signature, parce qu'il y a eu 2 phases, lors de cette signature, il n'y a que les protagonistes qui ont compris ce qui est dans l'accord. Peut-être, à mon avis. Ils ont compris à leur manière. À leur manière. Okay, oui, à leur manière, ce qui est dedans. Mais ils interprètent à leur manière. Voilà, on va justement interpréter à leur manière. Et la masse qui est, qu'on appelle plutôt la masse qui est prise à partie, n'a pas compris, on n'a pas du tout expliqué les choses. Vous savez, lorsqu'on va dans les négociations, on signe en français, on signe en anglais, il y a aussi cette partie de la population qui n'a pas la maîtrise, la quintessence même des accords. Après, pour l'interpréter, il y a des situations. Dans l'accord... Mais ils font confiance à ceux qui les représentent. Les représentent, mais oui, parce que quand on appelle à la signature d'un accord, on passe toujours par un dialogue. Voilà. Donc c'est vous, au niveau de la formation politique, qui envoyez un délégué pour vous représenter, parce que vous avez confiance à ce délégué-là. Voilà. Et il lui revient de vous expliquer. Malheureusement, on a comme l'impression que dans la situation actuelle, il y a des non-dits. Ce qui fait que vous avez vu, quand vous prenez les parties de l'accord où on doit, il est dit que qu'on appelle l'État malien, c'est-à-dire le gouvernement malien doit retrouver complètement comment on appelle, doit retrouver sa souveraineté sur avoir la souveraineté sur le territoire. Voilà. Le Mali est un et indivisible. Voilà. Même dans le préambule. Dans le préambule. Oui, mais cela aujourd'hui, le problème est que les partis signataires, les rébellions du Nord, vous savez que c'était en 2012 que cela a démarré, avec une rébellion des djihadistes, des islamistes, des gens qui sont venus donc, qui étaient contre comme on appelle, Kadhafi, tout cela, les Touaregs qui sont rentrés dedans. Donc, ce qui a fait que quand la rébellion là a commencé, il y a un certain nombre. L'armée malienne avait été battue, ce qui avait été même mise en minorité, ce qui a fait que la France avait, comme on appelle, a intervenu à l'époque avec l'histoire de Serval, Berkane, qui ont amené à cette rébellion. Et quand la France est entrée en jeu, elle avait proposé deux solutions. C'est-à-dire la solution politique qu'elle a laissée donc à l'Algérie, et c'est l'Algérie qui avait conduit cet accord-là. Et le dialogue et puis voilà. Donc dans l'accord, il était prévu que l'État malien recouvre la souveraineté de tout le territoire. Parce qu'il y avait une ligne qui avait été tracée où la rébellion voulait une sécession de l'État malien. C'est-à-dire le Mali du Nord et le Mali du Sud. Ce qui n'a pas été donc... pour l'instant, l'accord a tout simplement biffé cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les accords. Est-ce que jusqu'à maintenant, le Mali a pu retrouver sa souveraineté sur tout le territoire? Non. Dans le nord, il y a un État, je dirais, un endroit où pratiquement les rébellions de la SEMA, la coalition des mouvements de la Zawad, qui aussi fait, je dirais, la loi
dans le nord du Mali, où par exemple on peut libérer des prisonniers, où on met en place un certain nombre de structures comme un État en place. Donc je crois quand même que pour l'instant, l'accord ne marche pas. L'accord a du plomb dans les ailes, ce qui fait que l'Algérie qui pilote cet accord-là a trouvé que les revendications, vous savez qu'entre-temps, il y avait même un député ou bien un maire, enfin un politique proche de Assimi Goïta qui avait même brandi des menaces par rapport à cet accord-là. Il a fait une sortie qui a créé la polémique. Qui a créé la polémique. Donc, cette polémique-là a interpellé les Algériens, enfin ceux qui ont conduit ces accords-là, et aujourd'hui, ils pensent que il faut revoir les choses pour pouvoir remettre, je dirais, tout le monde dans le bain, réexpliquer de fond en comble ce que comporte cet accord-là et les mettre réellement en application, parce que on ne peut pas accepter qu'un État soit contrôlé par la rébellion, enfin, des gens qui ne sont pas légitimes dans le Nord, et que ici, l'État malien même est reconnu par rapport à la gouvernance internationale. Donc, je crois quand même que le problème se pose. Il va falloir réellement revenir à la table de négociation. Mais moi, je dis quelque part, à chaque fois qu'on donne l'occasion à ces groupes armés de revenir à la table de négociation, ça leur donne donc la force de pouvoir agir et interagir. Et ça n'amène pas la paix. Pourquoi la communauté internationale, à chaque fois, donne l'impression que ces gens-là sont légitimes et qu'il faut pouvoir négocier. Vous avez vu... Vous estimez que le cadre de concertation, ou du moins la communauté internationale gérée par l'Algérie dans cette affaire-là, aurait dû mieux faire de se taire dans cette situation, quand on voit que tout récemment, à la veille de l'anniversaire de proclamation de l'indépendance de l'Azawad par les rebelles, il y avait eu des chasseurs maliens qui ont survolé l'espace et que les rebelles ont crié à la menace. Vous pensez que la communauté internationale peut-être aurait mieux fait de se taire face à ce genre de situation? Mais le Mali a eu son indépendance, je crois, le 4 août, a eu son indépendance en 1960 comme tous les autres pays. Et c'est tout le territoire malien qui a eu l'indépendance à cette date-là. Ce n'est pas la rébellion, c'est-à-dire une partie du Mali qui a eu l'indépendance et qu'après l'autre aussi a eu son indépendance. L'État malien est indivisible. Et moi, je ne vois pas là où l'armée malienne a commis l'erreur de survoler. Pourquoi on doit décréter... Ma question, vous trouvez que la communauté internationale ferait mieux fait de se taire face à ces situations qu'on connaît, quand on sait que les signataires de l'accord, du moins les ex-rebelles, disent que l'accord n'est plus vraiment pris en compte, l'application pose problème, et qu'on le reconnaît tous que l'application pose problème parce qu'il y a des clauses qui ne sont pas intégrées, et que la question de la nouvelle constitution également a été rejetée par ces rebelles. Vous pensez que face à ces situations, ceux qui ont géré cet accord doivent se taire? Moi, je dis, pourquoi on donne trop de légitimité à la rébellion? Si on veut vraiment régler le problème, on n'a qu'à laisser l'État malien. Il y a un gouvernement légitime qui est là pour moi, qui doit régler les problèmes. On ne peut pas mettre le gouvernement malien et les rebelles sur le même pied d'égalité. Moi, je suis contre cela. C'est ce qui avait été fait depuis 2015. C'était au temps donc de Boubacar Keïta, qui était aussi en collision avec la France, qui avait mis en place ce système-là. Je le disais tout à l'heure, quand la France a pris le côté armé pour pouvoir aider le Mali à s'en sortir, on a fait quelques mois, on a pris Tombouctou, on a gagné Gao, on arrive à Kidal, il y a problème. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a connivence dans cette situation-là. On n'a qu'à laisser l'État malien régler le problème. Assimi Goïta et son gouvernement sont légitimement reconnus parce que chacun négocie avec eux aujourd'hui. On ne peut pas mettre l'État malien et la rébellion sur le même pied d'égalité. En d'autres mots, Prosper Agboklou, vous trouvez qu'il n'y avait même pas lieu de signer cet accord? De signer cet accord, merci. Je vais me tourner vers Vivien. Réaction, la communauté internationale fait de nouvelles propositions aux différentes parties prenantes de l'accord de paix d'Alger. Vous savez, quand il n'y a pas de problème dans un pays, on n'a même pas besoin de médiation, ou pour ne pas être intransigeant, on n'a pas besoin de la communauté internationale. Le Mali est un pays qui est divisé
Le Mali connaît d'abord une forte expansion de la rébellion. Et en plus de ça, s'ajoute la guerre contre les terroristes. Et donc, si on avait juste affaire aux terroristes, on saurait sur quel pied danser, comme on le dit en Afrique. Si on avait juste affaire à la rébellion ou bien à une forte opposition politique, on saurait comment négocier. Aujourd'hui, le gouvernement malien fait face d'un côté à la rébellion, d'un côté au mouvement terroriste et de l'autre aux formations de l'opposition. La question de la rébellion ne devait pas se poser au regard de l'accord de paix. Alors, cet accord, justement, c'est là où j'en viens. Cet accord, justement, vient aider le gouvernement malien. Il faut qu'on se dise la vérité. En démocratie, la rébellion ne respecte pas les aspects d'un état de droit. Mais la rébellion est la manifestation de la frustration de certains citoyens qui ne se retrouvent pas peut-être dans votre politique ou qui ne se retrouvent pas dans votre façon de gérer les affaires de la cité. Les affaires publiques sont les affaires de la cité. Donc, vous ne parlez pas, vous parlez en notre nom, mais si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes auxquels notre peuple fait face, vous pouvez avoir affaire à des rébellions. Maintenant, l'accord d'Alger vient plutôt sauver la paix au Mali. Quoique cet accord a des insuffisances, mais il faut reconnaître que le Mali est un pays, excusez-moi, ils nous suivent beaucoup au Mali, qui a connu trop d'instabilité. Combien de coups d'État il y a eu au Mali depuis les nouvelles décennies? Sauf que ce sont des trucs comment on appelle, artificiels. Oui, mais c'est des coups d'État, des rébellions artificielles. Quand on est panafricaniste, oui, on peut avoir sa vision de la chose, mais il y a la réalité du terrain. Ce qu'on constate, c'est que le Mali est devenu un pays instable, où il y a plusieurs sortes de coups d'État. Oui. Prenez le Burkina Faso, mon deuxième pays. C'est un pays qui est stable aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Si en moins de 2 ans, on peut avoir 2 coups d'État, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et l'actuel régime n'est pas aux abris. C'est un pays stable ou instable? Instable, justement. Okay. Ce sont des régimes qui ne sont pas stables. Vous savez, le développement voudrait qu'il y ait une sorte de stabilité. Mais alors, quand il y a une succession de coups d'État dans un pays, ce n'est pas l'expression d'une démocratie. Ça peut être l'expression de la colère du peuple. Ça peut être l'expression de la colère d'une partie des acteurs. Mais ça ne respecte pas la démocratie. Je ne parle pas des causes, mais je parle du réel. Qu'est-ce qui pousse des États à commettre ou à connaître des coups d'État? Ça, c'est autre chose. Mais revenons à l'accord de paix et à son actualité. Mais écoutez, l'accord d'Algérie a effectivement cette possibilité de pacifier le pays. Sauf qu'au-delà de signer une entente avec les rebelles, il y a aussi le facteur des terroristes qu'il faut régler. Aujourd'hui, à part Bamako et quelques villes, le Mali n'est pas en paix. Il faut qu'on se dise la vérité. On fait même des élections où certaines zones, les citoyens n'ont même pas la possibilité de voter. C'est grave. Alors, je pensais que quand Assimi Goïta et son groupe ont pris les rênes de la gestion du pays, on aurait des résultats concrets. Mais jusqu'à cette heure-là... Vous pensez que jusque-là, il n'y a pas de résultats? Il n'y a pas de résultats, puisque malgré tous les bilans qu'on qu'on arrive à nous brandir, tout le territoire malien n'est pas encore sous un contrôle du gouvernement. Ah oui, Et c'est grave. Vous savez, dans nos pays africains, nous sommes très fiers d'être souverains
Mais nous aussi, nous sommes très fiers de garder l'intégrité de notre territoire. Vous avez écouté le discours du président togolais Faure Gnassingbé quand il parlait du terrorisme. Il dit le Togo ne va même pas céder 1 mètre ou 2 mètres aux terroristes. Voilà la réalité. Mais au Mali aujourd'hui, le gouvernement d'Assimi Goïta contrôle quel pourcentage du territoire? C'était pire avant leur arrivée. On saura. Oui, mais vous avez renversé un régime parce que vous avez dit que vous allez faire mieux. Oui. Passons au Burkina Faso. Combien de pourcentage? Oui, maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement malien aujourd'hui? Aujourd'hui, la première chose, c'est que si vous n'êtes pas sûr de faire mieux, ne dégagez pas l'autre. La deuxième chose, c'est que les coups d'État ne respectent pas la démocratie. La troisième chose, vous avez promis au peuple malien que vous allez faire tout et tout pour conquérir le territoire. Ils se sont donné un temps qui n'est pas encore épuisé. Non, jusqu'à présent, moi, je ne suis pas satisfait en tant qu'analyste des résultats que ce régime nous donne. Alors, l'accord d'Alger est une attente je trouve que qu'il faut entretenir. L'accord d'Alger aujourd'hui, si le gouvernement malien doit faire face au même moment aux rebelles et au même moment aux terroristes, je pense que c'est de trop. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer d'entretenir les relations pour que, au moins, cet accord ne tombe pas à l'eau. Il faut s'entendre au moins avec les formations politiques. Les rebelles qui ont signé l'accord, il faut essayer de les entretenir. Et maintenant, peut-être les amener à faire face ensemble aux terroristes. Parce que moi, ce qui me touche en tant qu'Africain et puis panafricaniste comme mon frère Prosper, c'est qu'on a laissé des parties de nos territoires dans la main des personnes sans foi ni loi. Des personnes dont nous ne connaissons réellement pas la doctrine et ce qu'elles veulent. Vous voulez parler des terroristes ou des rebelles? Des terroristes. Non, sauf qu'ils ont été fabriqués. Ces gens ont été fabriqués. Moi je n'accuse. Moi je crois que quand on est gouvernement, on dit gouverner c'est prévoir. Ou bien gouverner c'est prévoir. Donc si on te prend comme notre président, c'est parce qu'on a confiance en toi pour que tu puisses défendre notre territoire, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Défendre nos intérêts. Mais les victoires gagnées par les FAMA aujourd'hui sont impressionnantes. Oui, mais est-ce que pour autant les terroristes sont c'est le boulot d'étranglement qui est maintenant. Je viens à vous. C'est cet accord-là, moi je le dénonce. S'il vous plaît, Prosper. Donc toi tu es contre l'accord de l'Alger. Oui. On dénonce effectivement l'accord, de l'autre on pense que l'accord doit être respecté pour préserver ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous vous dites réellement de la situation qui prévaut actuellement au Mali avec la communauté internationale qui essaie de relancer les deux parties pour sauver l'accord? Je vais dans un premier temps extérioriser la question que je me pose depuis la théâtralisation de cette nouvelle approche pour remettre en cause le travail que le colonel Assimi Goïta et ses hommes sont en train de faire et qui porte sur beaucoup de défis à relever. Pourquoi parler de cet accord maintenant? L'accord d'Alger. Est-ce parce que les différentes tentatives pour renverser le régime Assimi Goïta ont échoué, qu'on ouvre une brèche? Pourquoi maintenant? Ça, c'est la question que je me pose. Parce que les rebelles ont rejeté une partie du processus qui est en cours. Je reviens, parce que ça frise la manipulation. C'est de la manipulation. Je reviens en replantant un décor général par rapport aux conséquences de l'injustice sociale. La naissance du mouvement pour la libération de l'Azawad repose sur l'injustice sociale où la gouvernance a lésé une partie du territoire malien, en tout cas des populations. Ou bien une sorte de frustration. Une sorte de l'extériorisation du cumul de frustration. Oui. Donc l'injustice sociale. Quand vous prenez le discours du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, tout ce qu'il a relevé porte sur des réalités de terrain.
il a vu des gens qui, à force de ne pas avoir mangé sur des semaines, ont vu leur chair complètement dévêtue, avec leur peau qui se colle à leurs os. Il a parlé des populations qui n'ont pas accès à l'eau, au moment où ceux qui dirigent sont dans l'opulence totale. Ils sont plus riches que les pays qu'ils dirigent. Ils ont des avoirs qui dépassent le budget de leur État. L'Afrique est l'un des rares continents sur lequel, quand on est président, on a le budget de tout un pays dans sa poche, pour ne pas dire qu'on a le trésor public dans sa poche. Alors qu'en réalité, on est venu servir. Et tout ça, ça s'appelle l'injustice sociale. Remontez au Nigeria, prenez l'historique de la naissance de Boko Haram. Allez au Maghreb, reprenez l'historique de la naissance de l'AQMI. Tout ça, ça repose sur l'injustice sociale et des esprits malins, et des esprits malins. Mais Rodrigue, et des esprits malins, mais quel que soit le cas, en manque de territoire. On ne va pas accepter quand même, en partant de la genèse de ce qui est le fait, l'existence de l'AQMI. Est-ce que je peux aller au bout? Et les esprits malins, en manque de territoire, à la recherche de territoire, profitent de ces brèches que la mauvaise gouvernance avec la complicité des Occidentaux. Avec la complicité de ceux qui leur donnent le matériel pour agir. Qui sont les Occidentaux. On n'a pas les preuves. Hein. Non, écoutez. On n'a pas les preuves. Est-ce que je peux aller au bout? Est-ce que je peux aller au bout de mon analyse? Est-ce que je peux aller au bout de mon analyse? Le pauvre sur les Occidentaux. Est-ce qu'on sait où l'État togolais, par exemple, s'approvisionne en armes? Oui. Est-ce qu'on peut savoir où l'État malien s'approvisionne aujourd'hui en matériel de guerre? Bien sûr. Est-ce qu'on peut savoir où ceux qu'on appelle entre griffes, terroristes et rebelles s'approvisionnent? Là, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. C'est ça le problème. Voilà. Je ne fabrique pas les armes. Je ne fabrique pas les chars. Et figurez-vous que ces porteurs d'armes sont plus armés, plus équipés que les armées régulières de nos États. Alors revenons au sujet, puisqu'on n'a plus assez de temps. Et donc, face à cette injustice sociale, il y a eu, après la signature de ces accords en 2015, mais le gouvernement qui était là, Ibrahim Boubacar Keïta et sa suite, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à cet accord? Cet accord a-t-il été mis en œuvre? Puisqu'ils ont signé. Quand vous signez un accord, il faut respecter les clauses de l'accord. Ça n'a pas été mis en œuvre. Ceux qui sont là aujourd'hui sont confrontés à d'énormes difficultés. Est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui à faire la part de terroristes et de rebelles? Bien sûr. Si. C'est trop dire. C'est trop dire. Est-ce qu'on veuille mettre tout dans un même panier? Vous savez quelle est la différence entre les pratiques des rebelles et les pratiques des terroristes? Vous vous souvenez qu'à l'époque, on avait détruit les mausolées. Ce n'était pas les terroristes. Oui. C'était les porteurs d'armes du mouvement pour la libération de l'Azawad. Ils avaient incendié des villages. Qu'est-ce que les terroristes font aujourd'hui? Ils incendient aussi des villages. Ils privent aussi les populations de leurs petits biens qui leur restent. Ils chassent des populations sur des territoires et les enfants sont privés d'éducation. Des populations privées d'eau, privées de nourriture, privées de structures de soins. Quelle est la différence entre les porteurs d'armes qui veulent libérer une partie du territoire, soi-disant dans leur appellation Mouvement pour la libération de l'Azawad, et les terroristes qui sèment la panique et la terreur? C'est la même chose. Non. Je dis qu'il y a... Non, c'est pas la même chose. Je ne dis pas que c'est la même chose. Mais aujourd'hui, comment peut-on, c'est pour relever les défis auxquels sont confrontés les dirigeants d'aujourd'hui, qui veulent remettre de l'ordre. Moi, je ne vais pas dire qu'en réveillant l'accord ou en réinterrogeant l'accord, en formulant de nouvelles propositions, l'Algérie serait en faux. Mais je me pose la question sur le pourquoi c'est maintenant qu'un pays, par exemple, comme la France, a déjà épuisé ses cartes destinées à remettre en cause
la légitimité des nouveaux dirigeants du Mali. Quand on considère ou quand je considère que toutes les tentatives ont échoué, que cet accord soit mis sur le tapis. C'est la question que je me pose. Et chacun peut se poser cette question parce que nous sommes tous à la recherche de solutions. L'Algérie ne cesse que de relancer. L'Algérie est dans son rôle. Je ne condamne pas. Peut-être qu'on ne me suit pas. Oui, si je me mets dans votre logique, est-ce que le survol de Kidal, tel qu'on l'a vu la semaine dernière... Kidal se trouve dans quel pays? Non, laissez-moi terminer ma question. Oui. Si je suis dans votre logique, oui. Est-ce que ce survol par des chasseurs maliens ne donne pas en fait raison aux gens de ramener maintenant ce problème que vous soulevez? Parce qu'il faut trouver des brèches pour encore relancer l'accord. Est-ce que dans l'accord, il est interdit, par exemple, la couverture territoriale par l'armée française, l'armée malienne? Et les Maliens l'ont dénoncé, que depuis la signature de cet accord, l'armée malienne n'avait plus accès à cette zone. Pourquoi? Ils l'ont dénoncé. Mais ça, c'est un fait, c'est un constat. Pourquoi? Parce que Guillaume, les rebelles si tu permets, ont pris cette zone-là, ont pris le contrôle de la zone. En tout cas, officiellement. Alors, on n'a pas dit... L'accord ne fait pas la scission du Mali. Et je l'ai bien rappelé. L'accord ne crée pas un État azawad dans un État malien. Effectivement. L'intégrité territoriale du Mali est bien garantie. Non, moi j'irai même plus loin en disant que si l'armée régulière du Mali survole une zone de rebelles, s'ils sont vraiment rebelles et s'ils ont les capacités, ils n'ont qu'à abattre les avions. Mais s'ils n'arrivent pas à abattre... Non, parce que là, c'est de revenir à la situation de 2012 c'est pas une question qui, au final, a conduit à la signature de cet accord qu'on dénonce aujourd'hui. Il ne faut pas dire une chose et son contraire. C'est le territoire malien. Je ne refuse pas. C'est un gouvernement malien. C'est l'armée régulière du Mali. Et je demande si l'armée régulière du Mali survole les chasseurs maliens zone sont abattus à Kidal, est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans la même situation qui a conduit à l'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu une guerre que si entre les deux parties. Si les rebelles avaient la possibilité d'abattre les chasseurs là, tu penses qu'ils n'auraient pas fait? Je ne saurais le dire. Ce qu'on nous dit, c'est qu'ils ont fait des tirs de sommation. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Le Mali est et devrait être un seul territoire, indivisible. Ça, c'est clair. Alors, l'accord, c'est que nous nous entendons sur nos limites. L'accord n'a jamais dit que ce territoire-là devient votre territoire et vous pouvez en faire ce que vous voulez. L'accord a parlé quelque part de l'intégration. L'accord a parlé quelque part de l'intégration des porteurs d'armes là, au sein de l'armée régulière, etc. Il y a des points comme ça. Il parle. Non, mais qui dénonce d'abord l'accord? Ce sont les rebelles. Oui, le problème. Ce sont les rebelles qui dénoncent d'abord l'accord. Parce que vous savez, ils n'ont pas pu prendre sa mise en application. Oui, mais on a parlé de la mise en application repose sur quoi? Ibrahim Boubacar Keïta, qui a signé cet accord, quels sont les points qu'il a réussi à mettre en œuvre? On y revient. Je crois qu'on va y revenir. Après le journal, nous allons marquer la pause, puis on revient.